Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les différentes actions en vue de l'atteinte des ODD ont été ce mardi au cœur d'une rencontre à Cotonou. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Une délégation du ministère de l'économie et des finances conduite par le ministre était en audience ce lundi au Conseil économique et social. Ils sont allés présenter les grandes lignes de la loi des finances 2021. Et puis, l'évolution de la pandémie du coronavirus en Europe inquiète l'OMS. L'institution invite les 27 pays à prendre plus de mesures restrictives. Merci pour l'attention. Les cadres du ministère du cadre de vie et leurs partenaires techniques et financiers sont depuis ce matin en conclave. Il s'agit pour eux de faire le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière revue sectorielle du ministère. Cette réunion entre dans le cadre du suivi annuel afin d'évaluer avec les parties prenantes le progrès enregistré, de dégager les défis persistants et de formuler des recommandations pertinentes en vue de prendre de nouvelles mesures correctives nécessaires. À ce rendez-vous, le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, a convié les participants à trouver des solutions justes pour plus de performance. On l'écoute. Cette revue annuelle est un moment d'évaluation des approches choisies pour plus d'efficacité et plus d'efficience. Elle permet de trouver des solutions justes et adaptées au développement du secteur cadre de vie, un secteur aussi sensible pour le développement de notre pays, étant perçu comme le secteur de visibilité par excellence de l'action gouvernementale. C'est pourquoi je souhaite que cette rencontre, qui tient lieu aussi de la 3e session du groupe thématique, constitue un véritable creuset d'échanges et de partage d'informations pour l'opérationnalisation des sous-thématiques dont nous avons ensemble convenu, à savoir la gouvernance du secteur, l'environnement et les ressources naturelles, l'aménagement du territoire et le développement urbain. Je voudrais vous prier de formuler des idées, les idées les plus nouvelles, voire osées, qui nous permet de réajuster nos activités, nos projets et nos programmes. C'est ensemble et à travers un échange constructif et de qualité en vue de garantir des choix à opérer pour demain, en vue de garantir les perspectives de développement meilleures à notre pays. Lancement ce jour de l'atelier de validation du projet de rapport cadre décennal d'action des ODD au Bénin. L'objectif est d'accélérer sa mise en œuvre afin de respecter la feuille de route d'ici 2030. Ayat Foué, Denis Marouya pour le compte rendu. Cet atelier qui a réuni les différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre du plan de réalisation des ODD au Bénin est un rendez-vous de travail technique pour sa mise en œuvre effective. Pour le directeur général de la coordination et du suivi des ODD, cet atelier a toute sa valeur. En septembre 2020 dernier, le monde franchissait 5 ans de mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses ODD, soit le tiers du chemin à parcourir. Pendant ce temps, les résultats sont loin des attentes. Le CEDA-ODD est la réponse du Bénin pour combler ce retard. Il se veut un outil fédérateur des énergies vers la réalisation des ODD et un document de cadrage de la mise en œuvre des ODD durant la décennie qui nous sépare de l'échéance. La secrétaire générale du ministère du Plan et du Développement, représentant le ministre, rappelle les objectifs de l'atelier. L'objectif du présent atelier est donc de procéder à l'amélioration du dit rapport et de le valider. Vous aurez donc à examiner et enrichir en toute objectivité sur la base de vos expertises et de vos domaines d'intervention à l'effet de l'améliorer davantage. À n'en point douter, il constituera donc
un instrument d'accélération des actions allant dans le sens de la réalisation de l'agenda 2030 et de l'atteinte des cibles prioritaires retenues par le Bénin. Ce document soumis à l'examen des participants constitue une priorité du gouvernement. Et Janvier Alofa, représentant les partenaires, souhaite que les travaux aboutissent. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience hier une forte délégation des cadres du ministère de l'économie et des finances. Conduite par le ministre Romuald Wadaï, la délégation est allée présenter aux conseillers du CES les grandes lignes de la loi des finances 2021. Suivez plutôt. Au terme des dispositions de l'article 1er de la loi organique du Conseil économique et social, notre institution peut, sous forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Dans cette même veine, le Conseil économique et social donne obligatoirement son avis sur les projets de loi, de programme à caractère économique et social. C'est d'ailleurs ce qui explique la saisine de l'institution par le gouvernement qui nous a fait parvenir le projet de loi de finances, gestion 2021, il y a de cela quelques jours. Et comme vous pouvez le constater, la présence du ministre en charge de l'économie et des finances dans nos locaux ce jour s'inscrit dans la dynamique d'une meilleure appropriation des documents budgétaires par les conseillers, devenue une tradition à nous, au Conseil économique et social. Cet exercice qui est devenu une tradition nous permet de mieux appréhender le contenu des dits documents en vue de mieux accomplir la mission qui nous est dévolue. Les femmes du 12e arrondissement ont effectué leur première sortie ce dimanche. Cette sortie a été consacrée par une messe d'action de grâce, un événement parrainé par la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio. Reportage. L'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, aux côtés de l'amicale des femmes du 12e arrondissement de Cotonou. Battantes au quotidien pour s'affirmer et s'assumer dans la société, ces femmes ont décidé d'unir leurs forces au sein de ce creuset, au fin d'œuvrer pour leur mieux-être, épanouissement et autonomisation. Oui, là où se réunissent les femmes, l'UDBN est là. Il y a l'association des amicales des femmes de la 12e qui ont bien voulu se réunir aujourd'hui pour une première édition, se retrouver en convivialité, se reconnaître pour mieux ressauter sur des objectifs qu'elles se sont fixés. Et quand on dit femme, aussitôt Claudine Prudencio saute. Et nous derrière, pour venir la soutenir. Des objectifs qui cadrent bien avec ceux pour lesquels l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, présidente du parti UDBN, s'échine au quotidien au plan socio-politique pour alléger les peines des femmes béninoises. Sa représentante au cours de cette cérémonie a su faire passer son message de soutien. C'est pas moi, Madame Dokbonoren, qui le dit, c'est Madame Claudine qui le dit. Nous aurons l'occasion davantage de travailler ensemble et de faire de bonnes et belles initiatives avec l'association Non-Vilain. Madame Claudine Afiavi-Prudencio vous suggère de ne déliser sur aucun problème, aucun moyen pour démontrer les talents que vous portez et qu'elle est prête à s'engager et à être à vos côtés. Un message bien reçu par les femmes du 12e arrondissement qui ont également formulé des doléances à l'endroit de leur marraine.
nous voulons beaucoup remercier Madame Claudine Afiavi Prudencio pour toute sa générosité, parce que c'est une très grande générosité de sa part. Et à l'avenir, nous lui demandons humblement de pouvoir continuer sur cette lancée, afin que nous puissions développer beaucoup plus cette association, car pour le moment, nous ne sommes qu'à la première étape. Du coup, nous comptons beaucoup sur son aide afin de pouvoir évoluer à l'avenir. Dans le cadre de cette sortie officielle, les femmes du 12e arrondissement ont également demandé une messe à l'église Saint-Louis de Gbédégbé, messe d'action de grâce pour la prospérité, l'amour et l'union au sein de leur creuset. Actualité en dehors du Bénin, l'OMS est inquiète de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Europe. L'organisation appelle à durcir les mesures sanitaires sur le vieux continent. La fatigue est réelle, mais nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner. Les dirigeants doivent trouver un équilibre entre la perturbation des vies et des moyens de subsistance et la nécessité de protéger les travailleurs de la santé et les systèmes de santé alors que les soins intensifs se remplissent. Nous devons devancer ce virus et ensuite nous devons garder cette avance. Parfois, dans une course, on peut utiliser certaines tactiques à un moment donné. Pour l'instant, nous sommes bien en retard sur ce virus en Europe. Donc, pour prendre de l'avance, il va falloir accélérer sérieusement nos actions et peut-être adopter des mesures beaucoup plus complètes pour rattraper et devancer ce virus. Dissension entre Paris et Ankara après avoir défendu la liberté de caricaturer le prophète islamique. Emmanuel Macron est dans le viseur de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc appelle au boycott des produits français, même colère dans plusieurs autres pays. Retour sur cette affaire avec nos confrères de la RT France. Vent de colère dans le monde musulman et plus particulièrement dans les pays rigoristes tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Iran ou encore le Qatar. S'ils ont condamné l'assassinat de Samuel Paty, plusieurs États désapprouvent la position d'Emmanuel Macron sur la publication des caricatures du prophète de l'islam. Durant la cérémonie d'hommage à l'enseignant Samuel Paty, décapité pour avoir montré à ses élèves des dessins de Charlie Hebdo, Emmanuel Macron a déclaré ceci. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. L'Arabie Saoudite, par exemple, avait exprimé sa solidarité avec le peuple français, mais les annonces de l'Élysée pour lutter contre le séparatisme ont vite suscité un flot de réprobation officielle comme officieuse. En Jordanie, pourtant allié de la France, le ministre des Affaires étrangères, Ayman Safadi, qui n'a aucune sympathie pour les radicaux, a lui aussi condamné la publication des caricatures et il en est de même pour le chef de la diplomatie marocaine. Depuis, les appels au boycott de produits français se multiplient dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Au Qatar, par exemple, des chaînes de grande distribution ont ainsi annoncé qu'elles retiraient les produits français des magasins jusqu'à nouvel ordre. L'Université du Qatar a par ailleurs décidé de reporter la semaine culturelle française à la suite de l'atteintes délibérée à l'islam et à ses symboles. Au Koweït, même son de cloche, les fromages français ont été retirés des rayons de certains magasins. Quelques 430 agences de voyage koweïtiennes ont suspendu les réservations de vols vers la France et certains vont même plus loin. Un restaurant a par exemple posé des photos d'Emmanuel Macron sur le sol afin de permettre aux clients de piétiner le président français. Et cela peut avoir des conséquences économiques pour la France, car ces pays, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, représentent un marché de plus en plus important pour les exportations de l'industrie agroalimentaire française, mais aussi d'armement qui est source de gros contrats entre la France et ces pays. La France a donc tout intérêt à garder de bonnes relations, mais à quel prix ? Si le boycott s'est vite propagé, des manifestations à Gaza, au Maroc, en Tunisie ont eu lieu avec des slogans hostiles à l'exécutif français. Toujours sur le même sujet, la tension est montée d'un cran entre la Turquie et la France. Recep Tayyip Erdogan, qui cible le président français depuis plusieurs jours, a également appelé au boycott de nos produits et il est allé plus loin. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Tout comme en France, certains disent « N'achetez pas les marques turques, je m'adresse ici à ma nation. Surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas. » Difficile donc d'imaginer une accalmie rapide entre les deux pays, même si Erdogan a condamné l'assassinat contre Samuel Paty.
Face à toutes ces accusations, le Quai d'Orsay a réagi dans un communiqué. Ces appels dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine. La France est donc dans une position délicate et les enjeux sont grands. Le gouvernement doit défendre corps et âme la laïcité et lutter contre l'intégrisme, tout en maintenant des relations commerciales importantes avec ces pays musulmans. Une équation difficile que va devoir résoudre Paris. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.